Mesdames, Messieurs, merci de prendre place et de faire silence. Nous allons enchaîner avec le prochain forum. Proche-Orient, comment retrouver le chemin des négociations? Participe à ce forum Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre des Affaires étrangères. Yasser Eloui, ministre adjoint des Affaires étrangères et directeur de l'Institut diplomatique égyptien. Ala Abou Assira, ambassadrice, chef de la mission Palestine en France. Daniel Lévy, président du US Middle East Project. La modération sera assurée par Agnès Levallois, présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. À l'issue de la table ronde, nous aurons des comédiens de la troupe À nous de jouer qui la restitueront sous forme d'une scénette d'improvisation pendant 5 minutes. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous ce matin et avec ce panel de grande qualité pour aborder une question extrêmement délicate. Comment retrouver le chemin des négociations? Elle est difficile, évidemment, cette question, alors que la bande de Gaza est ravagée par l'armée israélienne suite au terrible massacre du 7 octobre 2023. Une situation qualifiée de famine par l'ONU, une situation où presque plus rien n'existe dans cette bande de Gaza. Et dans ce contexte, on se demande qu'est-ce que ça veut dire que de négocier, avec qui parler, avec qui négocier, et surtout comment. Peut-on simplement parler de négociation alors que la discussion semble complètement exclue à ce stade, que la solution à 2 États est rejetée par Israël et l'interlocuteur palestinien avec lequel parler, l'autorité palestinienne, n'est pas considéré comme un interlocuteur. La position de domination dans laquelle se trouve Israël, appuyée évidemment par les États-Unis, pousse l'État hébreu à mener son projet de vider la bande de Gaza de sa population et d'annexer la Cisjordanie. Alors, est-ce que la conférence internationale qui doit se dérouler à New York dans quelques jours peut ramener les parties concernées à la table des négociations? Comment revenir au droit international, qui est notre boussole, ou qui devrait être notre boussole? C'est ce que nous allons voir avec les 4 interventions. Et je vais demander dans un premier temps à Daniel Lévy de prendre la parole et de lancer la discussion et de nous partager ses réflexions sur ce sujet extrêmement difficile. C'est à vous pour 10-12 minutes maximum. So let's start with an apology that I'm doing this in English, and a thank you to Agnès and to the Fabrique de la Diplomatie for putting this on and giving me the opportunity to be with you here. And my blunt answer to your opening kind of question, Agnès, is negotiations have failed us and are the wrong place to start for one simple reason. If you have this kind of asymmetry of power and you do not address that asymmetry, then structurally nothing will change. There is a place for conferences, and I hope strong decisions will come out of New York at the end of this month. I am not holding my breath, but there's a second reason that negotiations are not the place to start. The place to start is to stop the devastation, destruction, displacement, starvation, and I shudder to say it, but yes, genocide. Let us be clear that you can hold in your head at the same time the 3 thoughts: that what preceded October 7th was not normal. There's a context, there's a history. Every day Palestinians were being denied their rights, their freedoms. What happened on October 7th against Israelis was a violation of international law. What has happened every day subsequently has also been a violation of international law and has descended to relentless commissioning of war crimes. And let us be very clear, there is no defensive justification for what is being done. The extent
of the destruction. Residential homes, infrastructure, schools, shelters, mosques, churches. The denial of the access of media, which is the biggest giveaway, right? The denial of humanitarian aid. None of this can be justified as defeating Hamas, as self-defense. And in fact, the Israeli government is quite clear. One of the biggest lies of this last 23 months is if Hamas gave back the hostages and disarmed, it would be over. The Israeli government has said no. 5 conditions. Those include no Palestinian governance in Gaza that anyone would recognize as Palestinian, and ongoing Israeli control. And what we see today, and we have with us a distinguished Egyptian colleague, what we see today is the attempt to kettle Palestinians in a tiny area of Gaza on the Egyptian border and by the sea, and the Israeli government has not been subtle about what it plans to do next. And if one just wants to dig a layer deeper, then look at what is happening in the West Bank. This isn't where the attack of October 7th came from. This is where you have a Palestinian Authority, not the diplomats who represent the Palestinians, often with remarkable vigor overseas, but a Palestinian Authority, of which I am very critical, which cooperates with Israel. When Israel isn't doing security for itself inside the West Bank, Palestinian towns and cities, the Palestinian Authority is. And yet look at what Israel is doing there. The destruction of infrastructure, the displacement of people from refugee camps, the closures of the ability of UNRWA to operate, the theft of land, the intention to annex, although de facto annexation is already there. And my starting point is that we cannot understand how we have reached this position without understanding the permissive environment for Israeli criminality that has been created by impunity and a lack of accountability. The lived experience of Israelis, and this is crucial, is that they can get away with anything. And that is the handmaiden to extremism. That is why you see society, not the only reason, but in large measure why you see society going along with this. Yes, there are dissidents. There are those who stand with pictures of starving Palestinian children in protests. And yes, beyond that, there is polarization around the issue of priorities and hostages. But there will not be change inside Israel, I believe, of its own volition. Change will only come when the incentive structure for Israelis is radically revised, when Israelis face a whole different cost-benefit equation, and then a different debate might happen inside Israel. And we're here in France, in Europe, and I would say Europe has a role to play in this, and it hasn't stepped up. And if I were to ask myself, and I will share with you what to do, look, in similar situations, we see military interventions. We see no-fly zones. We see the arming of those who are under a genocidal assault. And I would not, in this instance, suggest that that is realistic, and in some instances, probably not the right way to go. But, if I find the correct page. But, there are other tools. And the starting point is not to be complicit. And the second point to go to is what is the type of action that could be taken that will impact the considerations of Israelis and ultimately of their leaders. And I would suggest to you that recognition depends on what it leads to. The recognition of a Palestinian state in and of itself is not enough. The state that is being recognized is under permanent illegal occupation. The entirety of the occupation has now been judged by the International Court of Justice as of July 19th last year as being illegal. So if you recognize Palestine, but the day after, when Palestine is under occupation and when genocide is continuing, you rest
And you say, well, that was great, wasn't it? I recognize Palestine. Bravo me, pat on the back. Sorry I'm being like this, but I think it's important to say. The measures that must come in the wake of recognition are the things that end complicity in what is going on and that create a different equation. Europe is Israel's most important trade partner. Trade in arms often still continues. Europe is where Israelis travel to visa-free. And I ask you, do you think it's correct that people can enter this and other countries without at least having to declare and be asked, were you yourself personally involved in the commissioning of war crimes? Have you incited to genocide? And if the answer to that is yes, you can apply for a visa. If it's no, or if you're lying, it should look different. A quarter of Israeli financial assets are held in banks in Europe. Israel participates in international sport in Europe. And let me be clear, this is not to single out Israel for excessively harsh treatment. The reality today is that Israel is singled out for indulgence, for impunity. Do we have similar relations with the Houthis, those involved in the crimes in South Sudan or Russia, as one has with Israel, that bilateral relationship? And you know the answer to that question. Of course, I acknowledge this isn't only about Europe. The big elephant in the room is the US. This isn't just about Trump. The policy goes way back. Israel couldn't do this without the arms from the US, without the diplomatic protection, without the threats the US uses on third countries and on the international court system. Public opinion is shifting in the US. I won't go into it, but there's important polling, which I suggest people look up. And there is even a bipartisan controversy in the US now regarding Israel. But America's position is as it may be. It does not mean that that should carry over to this continent. And of course, there's the region. There are others from the region who can discuss that. And this is a real challenge for the region to be more impactful, because what Israel is trying to assert, by the way, I think this is a disaster for Israel and Israelis, in case that's not obvious. What Israel is trying to assert is a regional hegemonic project premised on the idea that even if you don't like it, even if your assessment is, this is radicalizing our public, this is destabilizing our region, thank you so much. This is a country acting as a revisionist power. Even if that is the assessment, the fear, I think, is Israel going to demonstrate with Western support that it is invincible? And the challenge is, what does a policy of non-appeasement that is meaningful look like? And let me begin to wrap up by saying the following. Because this is, yes, primarily about Palestinians and Israelis, but even if you don't care about Palestinians or Israelis, and I say that because I want to be very clear, this does not end well for Israelis as well. You don't achieve your own security, let alone moral well-being, by conducting these kinds of crimes. But even if you don't care about those things, this is about the world in which we live. And Gaza has become ground zero for the collapse of the international institutional architecture, the collapse of international law. Gaza has become the avatar of the inequities, the absence of justice in the post-colonial order, and is it even a post-colonial order when this goes on? And what we see in Gaza, I would argue, could be coming to a neighborhood near you. This latest abomination, the GHF, the Gaza Humanitarian so-called Foundation, the extent to which aid is being weaponized, is being used as a tool for displacement, the extent to which we see the deployment of AI robotics, things like the Lavender program, you can look it up, which was used to so-called target by causing mass civilian casualties. These things behoove us to acknowledge that we have to act. The credibility also of the so-called West and Europe is on the line, including in front of our own publics, by the way.
I would argue that Western political and media institutions have taken a huge hit by failing to rise to this moment, and the global South and the emerged powers and the emerging powers and those who met in Tianjin at the Shanghai Cooperation Organization just days ago are also watching this. A group of global South countries has formed the Hague Group. No Western country is yet part of that, which is to uphold international law in regards to Palestine. And to end, if I can peek over what I hope is a horizon beyond genocide, let us also be clear that if we can get past this moment, then we should not look upon the alternative of apartheid as a cozy place to go back to. The choice cannot be genocide in Gaza or apartheid in the West Bank. And be under no doubt, that is the system. That is what the ICJ has also now ruled. There is not a Palestinian state on offer. At best, there is a Bantustan. I don't know if 2 states is possible. I don't know if non-partition is better. But I do know that the landscape has changed. Gaza has been obliterated. The choice for Gazans, and let's remember the history of Gaza. We're now in a second attempted Nakba. These people are themselves all the descendants of people displaced who have never seen recognition, let alone redress for that. Gazans perhaps should not only have 2 choices, live among the rubble indefinitely or be displaced. It's time to put the fact that one physical expanse has been created on the agenda and what that means for return. And I want to be very clear about something else. I am not suggesting we replace one zero-sum outcome with another. Jewish Israelis are going nowhere. Palestinian Arabs are going nowhere. We will have to live in this space after these horrors. And I've tried to offer my thoughts as a former practitioner and as an analyst. Let me also say something very personal, which is that as someone who is very proud of their Jewish origins and background and family and history, this is an affront to everything I understood came with that history. Don't let anyone tell you that standing up against this is somehow doing wrong by the Jewish people. If that's the thought, then we learn nothing. So many of the people who I see, often vilified, who are standing up against these crimes, are precisely the kind of people who, in the past, stood with the Jewish people in their hour of most dire need. So let us not add to the dangers of intolerance and prejudice and anti-Semitism by misusing and abusing that accusation and that history. I thank you for your attention. Merci beaucoup pour la clarté de votre propos, pour les mots utilisés pour décrire la situation et pour le courage avec lequel vous envisagez des pistes, même si celles-ci aujourd'hui semblent effectivement extrêmement compliquées à trouver. Et il me semble qu'il est important maintenant de donner la parole à Hala Bouassira pour justement réagir à ces propos, mais aussi pour montrer comment l'autorité palestinienne, comment les Palestiniens peuvent agir actuellement, comment peuvent-ils, quelles sont les propositions pour retrouver ce chemin de la paix? Est-ce que c'est possible? Le droit international, qui est cette boussole dont on vient de parler, est-ce qu'elle peut encore faire quelque chose, cette boussole, ou est-ce qu'on l'a complètement perdue? Merci, merci chère Agnès, et merci au Quai d'Orsay, à la Fabrique, à l'Académie diplomatique, pour l'organisation de ces 2 jours de réflexion, de remise en question et d'échange sur des questions qui nous touchent tous. Et merci à la Sorbonne Nouvelle de son accueil dans ces locaux ici. Vous posez une question très importante. Est-ce qu'il y a-t-il de quoi négocier encore
Est-ce qu'on peut négocier? Est-ce qu'on doit négocier? Et je commencerai par dire que ça fait 30 ans. Immédiatement, on entend le mot négociation. Il y a 3 décennies que nous étions engagés dans des négociations, Daniel Lévy en faisait partie, avec Israël pour arriver à la finalité qui est la fin de l'occupation israélienne, qui est la fin de la colonisation israélienne, la fin du projet colonial israélien et la fin de l'apartheid israélien, avec des paramètres bien connus, bien reconnus par l'ensemble de la communauté internationale. On ne va pas réinventer les paramètres de la solution, ce qu'on appelait toujours la solution finale, c'est-à-dire la fin de l'occupation israélienne, selon les milliers de résolutions des Nations Unies, on est à 1000 résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité concernant la question palestinienne et son règlement pacifique basé sur le droit international. Mais après 30 ans d'engagement dans ce qu'on appelle le processus de paix, personne n'ose aujourd'hui même utiliser le terme processus de paix. On voit cette paix tellement lointain. Pour concrétiser ce processus par la création d'un État palestinien qui vivrait en paix, en stabilité, à côté d'Israël. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est face à une situation catastrophique, non seulement dans la bande de Gaza, mais dans l'ensemble du territoire palestinien occupé. Dans la bande de Gaza, il y a un génocide perpétré de par toute mesure israélienne qui a déjà mis l'existence et la survie de toute une population en destruction. Et d'appeler ce qui se passe à Gaza par son propre nom, c'est-à-dire un génocide, est une obligation pour pouvoir agir et savoir comment agir. Aujourd'hui, on n'est pas dans la logique d'agir pour empêcher l'occurrence de génocide à Gaza. Le génocide est en train de se passer et il est presque achevé par la volonté publique et assumée et déclarée par Israël de ethniquement nettoyer l'ensemble du peuple palestinien, non seulement dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. On voit l'extension du génocide, et j'insiste sur le terme, de génocide israélien contre le peuple palestinien en Cisjordanie, en voyant la destruction massive de toute infrastructure, de toute ville, de tout camp de réfugiés, à commencer par le nord de la Cisjordanie, par une colonisation qui empêche la viabilité de l'État palestinien, par un terrorisme des colons israéliens protégé toujours par non seulement l'armée israélienne, mais toute l'institution israélienne, étatique israélienne. On a face à nous une réalité où on déduit que Israël refuse l'existence d'un État palestinien, comme elle refuse l'existence de peuple palestinien. Je rappelle la loi État-nation, votée par la Knesset israélienne en 2018, un État qui assure, ou une loi qui assure la suprématie de peuple juif dans toute la Palestine historique, une loi qui accorde le droit à l'autodétermination seul au peuple juif dans l'ensemble de la Palestine historique, au détriment du peuple palestinien et des Palestiniens en Israël. Il y a quelques mois, la Knesset israélienne a voté encore une fois une résolution contre la création et l'existence d'un État palestinien. On a face à nous aujourd'hui cette réalité. Du coup, parler d'une reprise des négociations, moi je ne vois pas aujourd'hui comment et quoi négocier.
on ne va pas recommencer de zéro. Il faut que l'agression israélienne dans l'ensemble du territoire palestinien occupé s'arrête, mais il faut aussi ne pas nous laisser, nous les Israéliens, seuls. C'est fini cette équation. Il faut des partenaires internationaux, et là, c'est la responsabilité de l'ensemble de la communauté internationale d'assumer ces responsabilités. La Cour de justice internationale, dans son dernier avis consultatif, a jugé l'occupation israélienne comme illégale, a jugé la colonisation israélienne comme illégale, mais elle a aussi invité les États partis à la Charte des Nations Unies d'assumer sa responsabilité obligatoire à ne plus maintenir l'occupation israélienne, ni la colonisation, ni le régime d'apartheid qui est présent dans l'ensemble du territoire palestinien. Et c'est à travers des sanctions. Quand on parle des sanctions, we're not singling out Israel. On n'exclut pas Israël. On ne punit pas Israël, mais on punit les violations graves de droit international. Et ces sanctions doivent inclure, et il faut l'assumer, il faut le dire haut et fort, un embargo total sur la vente des armes à Israël. Ces armes qui sont utilisées à massacrer quotidiennement des femmes, des enfants, des hommes et des vieillards, à massacrer un peuple entier. Il faut un embargo des armes immédiat et total, comme l'a rappelé le président Macron en octobre dernier. Mais il faut une rupture aussi des relations diplomatiques, commerciales et économiques avec Israël. Il faut le dire et il faut l'assumer. Et ça a été le modèle sud-africain. L'apartheid sud-africain n'a terminé qu'après des sanctions ont été imposées. Et j'ai toujours en tête l'Europe et l'Union européenne, et j'engage la responsabilité de l'Union européenne et la force qui peut représenter l'Union européenne aussi face aux États-Unis, face à une Amérique qui a choisi de s'aligner totalement et soutenir et financer l'État d'Israël. J'engage la responsabilité de l'Europe, qui a des moyens, qui a des outils, comme l'a fait contre la Russie. 19 packages de sanctions ont été imposés par l'Union européenne contre la Russie. Zéro sanction a été imposée contre Israël. Nous demandons sans cesse, et depuis des années, l'arrêt de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, l'arrêt de financer l'institution de la colonisation et l'institution de l'occupation israélienne. C'est le moment d'assumer sa responsabilité et c'est le moment, tous on le dit, depuis 23 mois, la question palestinienne a mis le droit international aujourd'hui dans une grande preuve d'existence et de crédibilité. Jusqu'au octobre 2023, dans toutes mes conversations, tout le monde m'a dit on s'est enlacé de la question palestinienne, on a oublié la question palestinienne, vous n'êtes pas prioritaire sur l'agenda international, il y a tant de crises dans le monde que votre question dure depuis très longtemps. Du coup, la conférence internationale des Nations Unies sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la fin de l'occupation israélienne doit être l'opportunité, et c'est l'opportunité finale, ultime, de, ensemble, pas chercher une solution. La solution est connue, les paramètres sont connus, mais comment concrétiser cette solution à deux États? Car l'alternative serait catastrophique. Ça serait un État d'apartheid de facto et de jure ou un régime d'oppression et de ségrégation raciale et d'apartheid serait le maître de jeu dans notre territoire. Aujourd'hui, il y a une priorité et je termine par ça. C'est un
un cessez-le-feu à Gaza. Un cessez-le-feu à Gaza, on est en train de voir la bande de Gaza exterminée totalement, avec une population de plus en plus déplacée et qui risque son expulsion et son nettoyage ethnique de toute la bande de Gaza. Il faut un cessez-le-feu. Il faut l'entrée massive de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et je voudrais également saluer les efforts de l'Égypte dans le plan de reconstruction de la bande de Gaza, qui est pour nous, le gouvernement palestinien, le seul référence et seule solution possible. Nous rejetons tout mandat, toute idée d'imposer un mandat politique ou militaire sur le peuple palestinien, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Le gouvernement palestinien est engagé depuis 30 ans déjà à construire des institutions étatiques rendues fragiles et vidées de leur sens et leur capacité à agir, à fournir des services. Mais nous sommes engagés dans des réformes, dans une construction des institutions étatiques et on est prêt au statehood. Il faut renforcer le gouvernement palestinien, il faut renforcer l'autorité palestinienne qui est prête à assumer ses responsabilités totales et entières dans la bande de Gaza avec l'aide de nos frères égyptiens et jordaniens, mais aussi avec l'aide de partenaires internationaux que nous attendons le 22 septembre, c'est très important, le 22 septembre, pas pour une nouvelle déclaration, pas pour des nouveaux paramètres, mais nous attendons un plan concret pour mettre au terme à l'occupation israélienne, qui est le mal le plus gros, qui est la base du problème, mais avec des outils, avec des actions irréversibles. La reconnaissance fait partie de ces outils. Et ce n'est pas une conférence pour la reconnaissance ou sur la reconnaissance. La reconnaissance, je ne veux pas la surestimer ou la sous-estimer, elle est importante, c'est un droit de reconnaître l'existence du peuple palestinien, son droit à exister dans son État, mais si ces reconnaissances que nous attendons ne sont pas accompagnées par des actions concrètes, par des sanctions concrètes et un calendrier spécifique selon la demande de la Cour de justice internationale, comment mettre terme à l'occupation israélienne, comment mettre terme à l'apartheid israélien, c'est la seule sortie de cet enfer dans lequel nous nous trouvons. Le peuple palestinien a droit à la vie, a droit à la dignité, a droit à la liberté. Et ces droits ne sont pas négociables. Merci. Merci beaucoup, Hala. On comprend effectivement que les paramètres de la négociation sont connus, mais qu'il ne s'agit plus de cela aujourd'hui, mais comment arriver à la mise en place d'un plan concret. Et en cela, je pense que l'intervention de Yasser Eloui, qui est donc égyptien, va nous éclairer sur ce rôle essentiel que joue l'Égypte depuis des années, bien avant le 7 octobre et les négociations qui sont suivies. Mais l'Égypte a toujours joué un rôle important et aussi au sein de la Ligue arabe avec ce plan qu'a proposé la Ligue arabe. Vous avez la parole. Thank you very much, and I do apologize for speaking English, but I would never dare to inflict upon you my schoolboy French. The question posed upon this panel requires us to think calmly and strategically to answer the question how to find a glimmer of diplomatic hope. And the problem is that this is very difficult to do when 63,000 plus lives have been taken,
when man-made starvation, man-made famine has taken place, taking out lives of more than 300 people. We're talking about on last Wednesday, 13 died of hunger as we speak. Hunger threatens man-made starvation, threatens a quarter of the population of Gaza at the moment. By the end of this month, as it extends to Deir al-Balah and Khan Yunis and other areas of the afflicted strip, 630,000 people are in immediate danger of starving to death. Now, it's very difficult to start thinking strategically about that, but that's what we have to do. I mean, I'm a diplomat, I'm paid to do that. So let me try to think of something practical that we can do as we speak. Now, something practical was done in January. We did broker a ceasefire that brought an end and gave a glimmer of hope. It demonstrated, it proved the concept that atrocities can be stopped, that a deal can be reached, an operational deal can be reached, that would pave the way to political negotiations. So that did take place until unilateral, unprovoked resolution by the Israeli government to resume hostilities on the 18th of March. This is where we are now. But as we speak, there is still a glimmer of diplomatic hope. There is a ceasefire proposal brokered together by Egypt and Qatar, using the material that were furnished by the parties and as well as the United States brokers. This has been on the table since August 18th. It offers a 60-day truce, the return of 10 hostages, the release of Palestinian prisoners, and most importantly, the much-needed access of the dire humanitarian and medical aid to Gaza. This has been accepted by Hamas. We've not heard, as we speak, from the Israeli government. But an offer is there. So there is something. Let us not fool ourselves by saying that there is no prospect for a diplomatic answer to the question. There is a diplomatic hope. There is a diplomatic proposal. There is a precedent of this proposal succeeding in stopping the hostilities for 2 months in January. So there is no reason that can be accepted by an unreasonable person, by a reasonable person, that this cannot be done again. This proposal is not an end in of itself. It is grounded as it is in international law and committed to the preservation of human dignity of what remains thereof in the Palestinian territories. But it's part of a triangle, say, three-pillared vision. First, you need to have an immediate humanitarian ceasefire to allow the desperately needed aid to reach the Gaza starving population. It cannot be acceptable that people should be starved to death or given the options of starving to death or being bombed to death. The second and third pillar are recognition and reconstruction in Gaza. These are the twin requirements of human dignity and justice for the Palestinians in the short range. I repeat, in the short range. Because there is a crisis unfolding as we speak, and we need an immediate answer to it. Egypt has so far supplied more than 70% of the total humanitarian aid that was allowed to enter to Gaza since the beginning of the war. We have also proposed a 5-year, $53 billion reconstruction plan. And when I say $53 billion, I need not say how embarrassingly little this money is compared to the money that's spent on armaments every single day or on the support of other areas of conflict. $53 billion 5-year reconstruction plan, including an immediate relief phase. This was endorsed by the Arab League. It was again re-endorsed by the OIC, and it was supported in public statements by European, Asian, and other countries across the world, from Latin America to Africa, including, of course, France and several European countries. We intend
to announce a pledging conference for the implementation of this plan as soon as the ceasefire is concerned. So that's how they relate to each other. Naturally, these humanitarian efforts will remain in vain unless they are accompanied by real political effort that does change the incentive structure, as Dan was saying. There is no serious, you cannot have a serious conversation about the possibility of the resolution of this conflict until we are talking about how to transfer the recognition into a momentum that changes the incentive structure and imposes a path to reconstruct the region and encourage those who choose diplomacy. I dare not say it will create a livable situation. I dare not say prosperous, because we are far away from this. But at least we're providing the necessary conditions for that. I'm hopeful that our commitment to a two-state solution would emphasize that this is the only game in town. But the momentum that is created needs to, A, put pressure, use leverage to make sure that atrocities cannot go while the rest of the world looks the other way. But also, we need to make sure that the situation on the ground, we can resume the basic conditions of livability to Gaza as soon as possible. Ceasefire has to be, international pressure has to be adamant on having the ceasefire at the moment, here and now. We cannot afford to keep moving the goalpost, because we have a proposal. The proposal we start receiving as mediators, we receive further requests, mostly from one side. And then we accommodate these requests, and we finally have these requests accepted, only to see the goalpost moved forward. This cannot be chasing a moving target indefinitely. But now the question is, how do we transfer? Hopefully the UNGA next General Assembly will be the General Assembly of recognition and momentum. The question is how to transfer this momentum into realities on the ground. And I assume, since you invited me here, that you'd be expecting me to say a few words on what Europe and France can do to help with that. Well, very simple. A, accelerate the pace of recognition. Make recognition a political statement that is redressing a historical and illegal wrong, that is allowing the Palestinians their natural right to statehood, and that means that this is an unconditional recognition. It cannot be conditional on a list that makes it devoid of any real meaning. 2, invest in the reconstruction plan. The contribution to the reconstruction plan, and particularly to the immediate relief phase, is actually what transfers the ability to survive the current atrocities, that makes it something practical, not just a moral statement that is being made and then we go on patting ourselves on the back like Daniel just demonstrated a few minutes ago. This is the only way forward. This is the only game in town. Go invest in that. The amounts of money that we need to raise to make life for Gazans livable is embarrassingly little. And it would be a shame on humanity if we cannot move forward to support this plan and make reconstruction a reality. As we start reconstruction and as we start the immediate relief, that means that we're making the ceasefire irreversible. They're intrinsically tied. You start with the ceasefire, you provide conditions that make it difficult to reverse, and you use a legal momentum for recognition as a vehicle for resuming negotiations, meaningful negotiations, not negotiations as an end in themselves, negotiations as a means to achieve within a reasonable time framework a historical compromise that would allow the region to move forward. Any pretensions that there can be a new regional architecture, a new regional system, a way to move forward without resolving the root cause of all regional problems is simply an illusion.
and an illusion that comes at a human cost. People are dying every day, and we cannot afford to indulge in this illusion anymore. Finally, use leverage. Use leverage. I mean, I would concur with everything you said. I mean, there are so many things that can be said about leverage, and luckily you're the activist, not me, so I didn't have to specify them one by one. But the point is, there is leverage to be used, and leverage that needs to be used to forge the way forward towards a just and lasting peace, and then we can start to talk about a future for the region and something that resembles prosperity and dignity that people in our region deserve as much as every other fellow human. The choice before us is quite clear, and all we need is to be on the right side of history. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette intervention et merci beaucoup pour le fait d'avoir mis en avant le rôle de la diplomatie. Et je pense qu'étant à la fabrique de la diplomatie, il était extrêmement important de montrer l'importance et le rôle que peuvent jouer les diplomates en tant qu'intermédiaires lorsque l'on prend le cas de l'Égypte. Et ça fait une formidable transition avec l'intervention de Dominique de Villepin, qui, de par son expérience non seulement de ministre des Affaires étrangères, mais de Premier ministre, a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en Palestine, avec un intérêt et un engagement qui est assez remarquable dans les jours sombres que nous traversons vis-à-vis de cette région. Merci beaucoup. Merci Agnès, et merci à tous les précédents intervenants, Madame l'ambassadrice, Monsieur le ministre, Daniel Lévy. Je ne répéterai pas ce qui a été dit et ce qui a été bien dit, posant un certain nombre de conditions, de facteurs qui peuvent peser sur le réveil de la diplomatie et nous engager dans le chemin des négociations. Je me permettrai de rappeler, pour commencer, que la fabrique de la diplomatie suppose même, avant son exercice, deux conditions préalables qui fondent sa crédibilité et, au-delà de sa crédibilité, qui fondent notre humanité. La première condition préalable, c'est la capacité à nommer, à dire le réel. Et force est de constater que, face à la situation de Gaza, d'aucuns pourraient d'ailleurs faire le même constat sur la situation de l'Ukraine, nous sommes loin d'être capables de nommer ce qui se passe au quotidien. La nomination, d'ailleurs, est tellement insupportable que pour la diplomatie, elle est un exercice d'une cruauté inouïe. Il y a une deuxième étape dans la fabrique d'une diplomatie. C'est la responsabilité de protéger. Et nous sommes en faillite sur la capacité à nommer et nous sommes en faillite sur la capacité à protéger. Et quand je dis faillite, c'est une faillite partagée par les États de la région, par les États européens, et Dieu sait si leur responsabilité est grande vis-à-vis du Proche-Orient, bien sûr par les plus grandes puissances, à commencer par la plus grande d'entre elles, les États-Unis. Et ce n'est qu'après avoir nommé, ce n'est qu'après avoir protégé. Et donc, en l'occurrence, l'urgence des choses doit nous conduire à apporter une réponse d'humanité à ceux qui, tous les jours, toutes les heures, meurent à Gaza. Il y a un chiffre terrifiant qui a été donné hier par le Guardian et qui n'est pas contestable puisqu'il vient de la direction du renseignement militaire israélien, 83% de civils tués et en grande majorité des femmes et des enfants. Tous ceux qui mettent en avant la normalité de la guerre, la tragédie contre laquelle personne ne peut rien, ainsi va la vie, ainsi va la mort, sont là devant quelque chose qui ne ressemble à aucune guerre. La guerre du Soudan, que d'aucuns ont voulu prendre en exemple, c'est par rapport à ce pourcentage de 83%, c'est 23%. Nous sommes donc dans l'exception. Et c'est par là que je voudrais commencer, parce que la diplomatie doit nommer, la diplomatie doit ouvrir les yeux sur ce qui fait l'énormité
d'une tragédie. Nous sommes, à Gaza, dans la somme des tous des hyperlatifs qui s'additionnent. C'est l'hyperlatif de l'horreur, et je n'oublie pas le 7 octobre, je n'oublie pas les actes terroristes commis, barbares, les viols qui ont accompagné ces actes, et bien sûr, à partir du 7 octobre, la vengeance et l'hubris qui nous place aujourd'hui devant plus de 60 000 morts, et sans doute le compte est-il très limitatif, et devant un drame qui nous touche tous. Hyperlatif aussi quand on songe à ce qui constitue la mémoire de ce drame, et on ne peut pas ne pas faire référence, même si comparaison n'est pas raison, entre ce qui constitue la mémoire juive et ce qui constitue la mémoire palestinienne. Une fois de plus, sans comparaison, les pogroms, la Shoah et la grande catastrophe de la Nakba, et de cette vie sans terre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui crée une situation à travers cette horreur très particulière sur le plan historique, parce que l'ordre international s'est construit dans l'incapacité à faire face à cette injustice d'un État qui obtient une terre, d'un peuple qui obtient une terre, mais face à cela, d'un peuple qui, lui, reste sans terre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'exprime ma conviction tout de suite que dans cette destruction de l'ordre mondial de 1945, le nouvel ordre ne pourra jaillir qu'à partir d'une justice faite au peuple palestinien. Et c'est pour cela que depuis tant d'années, je me bats pour la reconnaissance d'un État palestinien qui est la première étape de cette exigence de justice et, je l'espère demain, de paix. Hyperlatif de l'horreur, hyperlatif de la puissance. Jamais aucun État, depuis l'Empire ottoman, n'a eu la puissance d'Israël dans cette région. Et je m'arrête en ce qui concerne l'Empire ottoman à 1836, quand l'Égypte s'émancipe. Mais ce qui donne une responsabilité à Israël dans cette région immense. Hyperlatif également de la puissance concernant les États-Unis, principal soutien d'Israël, qui nous place dans un échiquier mondial où et Israël et les États-Unis sont en situation sur le plan régional et international de tenir en quelque sorte le destin de cette région. Hyperlatif également de l'impuissance. L'impuissance, c'est celle qui nous mange le ventre à chacun quand nous nous levons le matin et quand nous nous couchons le soir, regardant les images de ce qui se passe au quotidien à Gaza. C'est l'impuissance que nous ressentons comme individus, c'est l'impuissance que ressentent les diplomates du monde entier, c'est l'impuissance que ressent l'Europe, même si elle pourrait faire beaucoup plus, c'est l'impuissance que ressentent tous les États arabes et tous les États de cette région, et qui constitue une terrible machine, un terrible poison pour les diplomaties du monde entier. Et puis, hyperlatif de tous les dangers. Parce que la situation d'aujourd'hui, c'est une situation qui est en quelque sorte la veille de nouvelles catastrophes, qui sont là, en gestation. Nouvelle catastrophe du terrorisme. Comment peut-on penser que le terrorisme va rester dans sa boîte? Catastrophe de nouvelles guerres. Ne l'oublions pas, il y a Gaza, il y a aussi la Cisjordanie, il y a aussi un Liban placé dans l'expectative, une Syrie qui aussi, tout pays du voisinage qui aujourd'hui sont suspendus au rêve du grand Israël.
Et puis il y a bien sûr l'Iran et cette situation si complexe, et sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, à l'heure de la question nucléaire. Et le troisième danger pour moi, c'est celui de la prolifération. Car s'il y a une leçon que l'on doit tirer en tant que diplomate, c'est que de tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, comme tout ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années en Ukraine, il y a une leçon. C'est que si vous avez la bombe, il ne vous arrive rien, tandis que si vous ne l'avez pas, le pire est à tout moment possible. Et donc, nous aurons dans les prochaines années, en Europe et au Proche-Orient, d'autres États qui accéderont au nucléaire ou voudront accéder au nucléaire. Il y a donc une terrible mécanique qui est aujourd'hui en marche. Alors à partir de là, me direz-vous, face à tous ces hyperlatifs, que faire? Je pense que l'impuissance a sa logique. L'impuissance, elle conduit à cheminer par de multiples voies, mais en particulier par celle des peuples, nous en avons peu parlé. Je crois que les peuples aujourd'hui sont source de beaucoup plus d'espoir que les États. Parce que les peuples ont une conscience, parce que les peuples ouvrent les yeux, parce que les peuples s'interrogent, et qui aujourd'hui, cela nous conduit à constater, tout le monde peut le voir, qu'il n'y a plus aucune raison, aucun argument, aucun objectif politique qu'Israël peut prétendre poursuivre dans cette guerre de Gaza. C'est une guerre sans motif, c'est une guerre sans raison, et ce qui rend encore plus insupportable la mort au quotidien de femmes et d'enfants. Cette impuissance va donc cheminer. Elle chemine à New York à travers la reconnaissance de l'État palestinien. C'est une étape. Elle va cheminer parce que l'Europe ne peut pas en rester là. Elle va cheminer parce que l'Europe doit mettre en rapport ses valeurs et ses actes. Et que signer un accord d'association qui comporte un article 2 qui prévoit qu'un certain nombre de valeurs doivent être respectées, tôt ou tard, l'Europe doit se réveiller. Tôt ou tard, l'Allemagne doit sortir d'une situation historique qui aujourd'hui la paralyse, pour ouvrir les yeux. Bien sûr, l'horreur génocidaire nazie pèse, mais ce n'est pas pour justifier d'autres crimes de guerre, d'humanité, de génocide se déroulant au Moyen-Orient. Impuissance donc qui, tôt ou tard, va suivre son chemin aux États-Unis même. On le voit au quotidien face à Donald Trump, qui non seulement n'a pas de regard sur le plan de ce qui se détruit au quotidien au Proche-Orient, mais qui plus est, fait des rêves indécents pour l'avenir de Gaza, pour l'avenir de ces territoires. Nous sommes là dans le sommet de l'intolérable. Ceci chemine aussi dans la démocratie américaine, ceci aussi suit son cours. Mais il y a, et je voudrais terminer par cela, un autre antidote, et qui en surprendra peut-être certains parmi vous, mais qui constitue pour moi peut-être le plus grand motif d'espoir. C'est ce que je qualifierais, certains en seront peut-être choqués ici, malgré tout la démocratie israélienne. Je veux croire qu'après le 7 octobre et le traumatisme terrible vécu par le peuple israélien et les communautés juives à travers le monde, je veux croire qu'il sera possible d'ouvrir les yeux aussi sur la tragédie de Gaza, sur l'enfermement dans lequel il se situe, sur l'exigence de compassion et d'humanité, sans quoi tout le destin du peuple juif et toute la responsabilité, et c'est peut-être le point comme diplomate sur lequel je veux insister, toute la responsabilité
de l'État d'Israël. Et je ne tomberai pas dans le piège de la loi de 2018 sur l'État juif. Israël est un État parmi d'autres États, dans une région qui comporte d'autres États. Et Israël a le devoir de tous les États. Il n'y a pas d'exceptionnalisme, il n'y a pas de destin manifeste pour aucun État dans le monde. Et si on veut s'arroger cette exception, on ne peut le faire que pendant quelques années, tôt ou tard. Il faut rendre des comptes, tôt ou tard. Il faut exercer son devoir. Et donc, Israël, comme État, fait l'expérience, car c'est un jeune État, de ce que c'est que d'être un État. Quand on est un État, on doit avoir des frontières. Quand on est un État, on doit avoir une responsabilité vis-à-vis de ses voisins. Quand on est un État, on doit avoir une humanité à partager avec d'autres peuples. Et tout cela chemine dans la conscience de chaque Israélien aujourd'hui, de chaque soldat qui revient de Gaza, de chaque soldat qui fait partie de l'armée. Et quand on regarde le drame que vivent certains, les suicides de certains soldats, la mobilisation d'anciens chefs d'état-major, la mobilisation d'anciens responsables des services de renseignement, la mobilisation de très nombreux Israéliens, la prise de conscience à travers le monde d'intellectuels, de citoyens, on voit que, oui, à l'heure de la confrontation avec soi-même, le plus grand espoir de paix, c'est la capacité pour Israël d'ouvrir les yeux sur sa responsabilité d'État, sur son destin de peuple, côtoyant un autre peuple, confronté à une autre tragédie, et qui n'a pas d'avenir et pas d'issue autre que la force des armes. Et nous connaissons, et nous sommes, nous Français, richement instruits de la fortune et de l'infortune des armes. Qu'il s'agisse de la guerre d'Espagne, de Napoléon, de la guerre de Russie, qu'il s'agisse de la guerre d'Algérie, nous avons vécu 100 fois dans notre chair la vanité de la puissance, l'insécurité de la force. Le plus grand espoir pour Israël, sa plus grande sécurité aujourd'hui, c'est d'avoir un État avec lequel il puisse parler, un peuple avec lequel il puisse nouer des liens et construire sa sécurité dans la durée. Voilà l'espoir que je forme devant vous aujourd'hui. Merci infiniment pour ces propos. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de cette discussion. Mais alors, on ne va pas prendre le risque de faire une conclusion, c'est absolument impossible. Mais en tous les cas, nous allons laisser la place à des comédiens qui vont tenter, donc non pas de conclure, mais de restituer ce qui leur a paru important de cette discussion. Donc nous allons nous éclipser et je laisse les comédiens venir sur la scène. Merci infiniment. Je comprends pas, le chemin était juste ici. Mais on est perdu encore, on est de nouveau perdu, c'est pas possible. Mais qui a la boussole? Qui a la boussole? Elle ne marche plus depuis quelques heures déjà. Oh, depuis bien longtemps même. Écoutez, nous sommes secouristes, nous savons nous repérer et nous allons y arriver, d'accord? C'est pas facile. Moi sur le dos, je porte 1000 résolutions et c'est très lourd. Et en plus, ça ne sert à rien, personne les lit, personne les respecte. Il faut trouver des mesures pratiques, quelque chose de concret à faire. Nous sommes dans le concret maintenant, d'accord? Ce qui était avant, c'était avant. Nous sommes prêts à nous engager beaucoup plus. Vous le savez, vous êtes venus avec moi exprès pour ça.
Je sais que ce sentiment d'impuissance restera toujours. Mais si nous retrouvons le chemin et que nous cheminons encore et toujours, nous y arriverons. Mais on n'y arrivera pas tout seul. J'ai réussi. Nous avons réussi. Il y a 53 milliards qui sont déjà engagés. Et des promesses de Mais dons. c'est rien, 53 milliards, c'est une goutte d'eau. Regardez, on est déjà passé par là. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 20 ans, on est déjà passé par le même chemin. Et on est encore là. Je sais tout ça. Je le sais tout comme vous. Nous avons fermé les yeux. Mais la montagne était trop haute. Nous ne voulions pas voir derrière. Maintenant, nous sommes sur le sommet. Et nous voyons, nous sommes prêts à ouvrir les yeux. Regardez devant vous, le paysage est là. Il est ce qu'il est. Et il faudra faire avec. Nous allons reconstruire. Nous allons aider. Nous allons aider en urgence, tout de suite. Et puis nous continuerons sur le long terme. J'arrive pas à dire les mots, j'arrive pas à nommer les choses. C'est trop dur, c'est... Si, il faut le faire. Il faut nommer. Voilà. Il Et faut d'abord, protéger. trouver ce chemin des négociations. Il est là, quelque part, sous notre nez. Je la vois. La petite lueur, je la vois. Bien sûr. Je la vois aussi. Là-bas. Oui, elle est là. Nommer et protéger. C'est notre devise. D'accord? D'accord. Alors allons-y. Au les cœurs. On va le trouver. On va trouver. Merci. Merci.